à tous, on se retrouve pour notre sixième CQFR de la semaine. Il n'y a pas Théo, mais Shai est avec moi. Shai a trié les questions, on va y répondre tous les deux. Shai, je crois que tu voulais passer aussi un petit big up avant de Absolument, commencer. absolument, ouais. Big up. Qui dit encore, mais qui dit encore big up En en 2026, 2026? c'est dur, hein, C'est pour ça qu'on ne grandit pas, tu vois. Ça, c'est exactement pour ça. Ce genre de phrase, un petit big up. Oh là là, il, pardon, mes il- excuses. il va y avoir des hockey boomers dans les commentaires, je pense. Et ouais, C'est terrible. avant de commencer, Antoine, je voulais faire une recommandation à nos auditeurs, surtout ceux qui sont intéressés par l'histoire du basket. Il y a Richard Drey qui a écrit une série d'articles consacrée à la période 1957-1973. Richard Drey, qui est un de nos auditeurs, hein, qui m'a envoyé un petit message pour me parler de ça. C'est sur cette époque qu'il appelle Run and Gun, sur la mythologie autour de tout ça. Il y a plein de sujets super. Il y a des portraits, Walt Bellamy, Jerry Lucas, Johnny Green, Wes Unseld. Il y a aussi des articles sur la révolution du contre. Un des derniers que j'ai lu aussi sur le... C'est peut-être pas l'un des derniers chronologiquement, mais vous verrez, je mettrai le lien du site du Substack dans la description de la vidéo. Il y en a un, le dernier que j'ai lu, c'était sur comment le chrono, l'horloge a changé la NBA. Et donc vous pouvez retrouver tout ça sur son Substack. Donc je vous mets le lien en dessous. Sinon vous tapez Richard Drey, D-R-I-E. Et normalement, je pense que vous devriez pouvoir trouver ça grâce à la magie des moteurs de recherche. Mais en tout cas, c'est de l'excellent travail et donc on le salue pour ça. Moi, je me suis régalé dessus. Il y a plein de très très bons articles. Voilà pour ça, Ah pour bah, ce très petit bien vu, moment, ouais, carrément. cet instant big up, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Et on va passer à des questions. La première est plutôt légère, tu verras, ou tordue pour reprendre l'expression de notre auditeur Tokyo Hero, qui dit: En écoutant religieusement et quotidiennement vos podcasts, je viens de percuter qu'on n'a jamais vu Antoine, ni Théo, ni Shai dans une même pièce. Est-ce que vous vous voyez dans la vraie vie? Est-ce que vous avez déjà partagé un repas ensemble? D'ailleurs, je Ah oui. soupçonne Shai d'être une IA. Son arrière-plan fond vert est souvent suspect. Il répond comme un robot lorsqu'on lui demande son avis sur Moussa Diabaté. Bref, beaucoup d'interrogations et d'amour pour votre équipe. Shai n'est pas une IA, je peux le confirmer, j'ai rencontré Shai, j'y ai cru aussi, je me suis posé la question, mais non, non, il faut savoir qu'on avait un bureau à une époque lointaine maintenant, que ça me manque, je vous mens pas, C'était bien, ça hein? c'est l'un des rares trucs qui me manque de la région parisienne. Pas mal d'anecdotes, qui peut-être seront racontées un jour, dans des late sessions, si la late session revient un jour ou dans différents CQFR et du coup, on a évidemment déjà partagé des repas ensemble et on a l'ambition quand même peut-être à un moment de faire des podcasts ensemble dans un endroit similaire, voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment un spoiler, je ne sais pas à quel point ça va arriver, quand et cetera, mais c'est un vrai C'est un projet. projet, voilà. Mais oui, on s'est vu plein de fois pendant des années. Et puis après, on est une petite équipe. De toute façon, ça vous le savez, on en a déjà parlé dans des podcasts même consacrés à Rivers et Basket Session. Et il y a eu des déménagements ici et là, dont celui d'Antoine, ce qui fait que c'était plus Ouais. forcément pertinent d'avoir une rédaction fixe à proprement parler. Et donc chacun est un On peu est chez 2 soi. sur 5 en dehors de Paris. Voilà, Voilà. je précise. Et sur les trois autres, on est à des coins pas diamétralement opposés, mais on n'est pas voisins non plus en région parisienne, donc c'est pas forcément simple. Donc non, on se voit pas souvent. Je dirais que je vois quand même Théo une ou deux fois par an quand il y a des événements où on est en commun. Et Antoine, bah si, bah, quand il y a les matchs à Paris, Aux on parents, arrive à ouais, se voir. Mais ouais. bon, on a l'impression de se voir. Enfin, on se voit tous les jours quelque part. Ouais, 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 c'est vrai. Je pense que je parle plus à l'équipe Rivers Basket Session qu'à ma propre famille. Donc non, non, vous inquiétez pas. On s'est déjà vu plein de fois. On a déjà fait des foot ensemble. Antoine, on a joué au foot une fois Ouais. ensemble à une époque où on était jeunes et beaux, voilà, ce qui n'est plus le cas malheureusement aujourd'hui. Mais ouais, voilà, c'est pour ce petit instant, cette petite question perso. On s'est effectivement déjà vu. Et je ne suis pas une IA, même si mes fonds laissent à désirer. J'avais déjà expliqué, je crois, mais le matin, enfin pour les enregistrements, je suis dans c'est un bureau en fait, mais d'une entreprise qui n'a rien à voir avec Basket Session et Rivers, familiale, où je peux squatter tout simplement un endroit et où c'est plus pratique que de le faire chez moi, où c'est petit, où il y a des enfants, voire des bébés. C'est pas toujours pratique, donc c'est pour ça que ça ressemble pas toujours à un local consacré au basket, mais on y travaille, on y travaille. Euh, Ensuite, Nicolas de Dijon. Alors, c'est à peu près la même thématique. Pas exactement, mais ça parle un peu de nous. Nicolas de Dijon, je pense que l'ensemble de vos auditeurs a la même impression que moi vous concernant, celle de vous connaître par cœur via votre voix, vos mimiques et expressions pour ceux qui vous regardent sur YouTube, mais finalement ne pas savoir grand-chose sur le background de Basket Session et Rivers.
Pourriez-vous nous esquisser une journée ou une semaine type pendant la saison régulière et en play-off sur votre travail? Je crois que nous sommes tous assez ignorants de ce qu'une telle production nécessite comme investissement. Avez-vous au final assez de temps pour regarder des matchs et arrivez-vous encore à les regarder comme supporter ou êtes-vous systématiquement dans l'analyse? Et enfin, pourriez-vous nous indiquer comment vous soutenir au mieux financièrement? D'ailleurs, quelle plateforme est la plus rentable pour vous? Si vous n'avez pas le droit de le dire à l'antenne, trouvez une allégorie. C'est une bonne question. La journée type, on se lève très tôt. On se lève très tôt, je pense que toi comme moi, on regarde les matchs en cours, conférence ouest souvent, on a quasiment des matchs entiers de la conférence ouest. On commence direct à écrire, c'est qu'il y a un CQFR écrit, hein, sur Basket Session tous les matins en plus du CQFR audio. Quelques news évidemment ou thèmes d'articles s'il y a des mags plus poussés. On se met au parfum de ce qui s'est passé dans les autres matchs, enregistrement du CQFR le matin. Après, on enchaîne avec d'autres news ou papier selon l'inspiration. Après, il peut y avoir parfois des réunions, parfois il y a des gros mags sur lesquels on se pose, parfois on regarde un match justement dans le but de préparer d'autres mags. Parfois, il y a un podcast en plus. Des fois, il y a de l'écriture du MOOC. Ça dépend après évidemment de la semaine dans laquelle tu tombes. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Non, mais c'est bien, c'est bien que tu rappelles que ce que les gens nous connaissent via YouTube pour les podcasts et aussi un peu pour le MOOC dont on parle souvent. Mais il y a aussi basketsession.com sur lequel on travaille une grosse partie de la journée aussi quand même et qu'on alimente avec parfois des trucs que vous retrouvez dans le CQFR audio, hein, évidemment. Donc ouais, c'est à peu près comme Antoine. Moi aussi, après, les uns et les autres, on a au niveau des plannings perso des trucs différents, mais sinon, globalement, c'est ce qu'a dit Antoine, hein. Et est-ce qu'on arrive encore à regarder des matchs euh, en tant que supporter? Alors, je crois pas qu'on est vraiment la fibre ultra supporter en NBA. On a des joueurs et des équipes qu'on aime bien ponctuellement, selon les Non. périodes, les années. Mais le côté supporter, genre, je vais pas exulter parce que l'équipe que je préférais parmi les deux qui jouaient va gagner, alors que dans d'autres sports, ça m'arrive encore un peu trop fréquemment. Après, je sais pas si toi, t'arrives encore à regarder des matchs de manière un peu passionnée, un peu exaltée, que ce soit saison régulière ou playoff, mais moi, c'est plus trop le cas forcément. Mais ça veut pas dire que je prends pas de plaisir dans les matchs, hein. Non, pas en mode supporter, non, pas vraiment. Si je suis honnête, c'est rare. Il y a des mecs que j'aime bien, mais c'est pas pour autant que vraiment, j'ai pas, peut-être un petit peu plus en play-off par moment. Il y a toujours une équipe que tu as envie de voir gagner un peu plus que l'autre. Donc peut y avoir, des petits moments de tension, mais dans l'ensemble, pas plus que ça. Je les regarde, c'est le boulot maintenant aussi de regarder des matchs, donc non, il y a pas forcément de supporterisme. Ouais. Mais Difficile à à la dire. limite, à la limite, quand il y a un mec dans lequel on croit un peu plus que d'autres et qui vient sortir un gros match, voilà, on est un peu plus content que sur d'autres. Et ça, c'est indépendant de l'équipe. Et on a tous des gars presque dans chaque équipe. Donc Bien sûr. là-dessus, ça c'est cool. Mais bon, là, en supporteriste, non, je crois pas. On passe à une question d'Anthony. Tu me disais Antoine que tu étais un peu foot en ce moment quand même. Enfin, tu réécoutais pas mal de contenu foot ces Ju derniers ju temps. juste pardon, j'y Ouais. pense, il nous a demandé comment nous soutenir, je sais pas sûr qu'il y ait une Oui, c'est vrai, plateforme qui soit pardon. plus rémunératrice qu'une autre, peut-être YouTube, mais C'est même plus peut-être sûr. En YouTube fait, quand même, en mais en c'est fait, là même plus maintenant, à sûr partir de aujourd'hui, maintenant, ouais. ça va parce que ce soit YouTube ou si vous nous écoutez en streaming audio, maintenant, enfin, c'est monétisé. Donc, dans tous les cas, gardez ce que vous préférez comme moyen de nous consommer, j'allais dire. Après, nous, Ouais, bah, c'est acheter les notre, MOOC, notre, quoi. notre produit phare qui est vraiment ce qui est le plus impactant directement, c'est les MOOC. Voilà. C'est un peu notre produit d'appel et celui sur lequel on passe. Voilà, de beaucoup, beaucoup de temps. Donc, faites comme ça vous va. Mais si vous n'êtes pas encore sur les MOOC, si vous n'en avez pas chez vous, ou très peu, ou qu'il y a des numéros qui vous manquent, ça, n'hésitez pas pour le coup. Pas juste pour nous soutenir, mais parce que c'est cool et que je pense que ça va vous plaire aussi. Mais il n'y a pas, non, il n'y a pas Ouais. de a priori de plateforme privilégiée. Continuez de nous écouter où que ce soit et ce sera très bien. Pardon, tu me parlais de Pas foot. de problème, t'as très bien fait. T'as très bien fait parce que c'était une question de notre auditeur quand même. Et donc oui, tu me disais que t'étais assez foot en ce moment, forcément avec la CAN, le Nigeria, la famille, tout ça. Bon, malheureusement, élimination
En demi-finale, c'est une question, dans la question d'Anthony, il y a du foot. Il nous dit parfois l'actualité est triste et cette semaine, le foot français a été marqué par le décès de Roland Courbis. Et si Théo ne le connaît peut-être pas, d'ailleurs on devrait lui demander, tiens, je vais lui demander s'il connaît Roland Courbis à Théo. C'est un véritable personnage qui était joueur, entraîneur et aussi homme de médias. Il avait une gouaille inimitable, une grande gueule et vivait sa passion et nous la transmettait. Il a très largement participé à la construction de ma culture foot et m'a efforcé à réfléchir autour de certains débats. Avec ce bref portrait de coach Courbis, qui est vous, votre Roland Courbis? Donc j'imagine quelqu'un qui vous a, par sa voix et son personnage, qui vous a un peu, Mmh. qui toi Antoine, t'aurait façonné un peu ta culture basket ou tu vois, t'aurais déclenché quelque chose chez toi. Pas déclenché parce qu'en fait, c'est le sport auquel je joue depuis Hmm. tout petit donc il y a j'ai puis en plus, ça fait mais je dirais, allez, je vais dire un journaliste, moi, Zach Lowe peut-être quand même. Zach Lowe a Hmm. façonné un petit peu quand même ma vision, mais peut-être presque de manière plus professionnelle vu que c'est Ouais. aussi un journaliste et qui a eu un temps, une volonté, alors plus trop maintenant parce qu'on a évolué lui aussi et cetera, mais il y a eu un temps une volonté d'essayer de s'inspirer de Zach Lowe, de s'inspirer de ce qu'il fait, de ce qu'il écrit, et pas juste de ça, de sa manière dont il comprend le jeu, même si à des années-lumière de comprendre aussi bien que lui et malheureusement, il écrit plus du tout d'ailleurs Zac Lowe. Plus Est-ce qu'il écrit écrit depuis, encore? je sais Non, plus, je je crois suis pas sûr pas. qu'il écrive non, Bah, je pense qu'il écrit plus du faudrait tout. voir sur maintenant qu'il bosse pour The Ringer, je sais pas Sur The s'il écrit Ringer, encore. je pense pas qu'il écrive sur The Il a Ringer, des mais podcasts bon voilà. tous les Je deux, dirais trois Zac jours, Lowe. il y a un podcast par contre. Donc il reste très actif et moi aussi c'est quelqu'un qui m'a inspiré sur ce côté plus analytique du basket. Mais moi, il y en a parce que contrairement à toi, c'est pas mon sport de prédilection dans la pratique. Les gens savent que c'est plutôt le foot, hein, mais moi, il y en a pas mal en fait. Petit, bah, bon, comme beaucoup de gens, je pense, George Eddy, la façon dont Ouais, il genre j'ai dit moi commentait aussi par contre, ouais. et dont il participait voilà, c'est la patte George Eddy, forcément, ça déclenche quelque chose, je trouve. Et puis après, il y en a d'autres au fil des années, même en commençant à travailler dedans. Bah, un peu sur le registre. Je dis pas que c'est comme coach Courbis, attention, hein, mais pour quelqu'un qui a été joueur, coach et homme de médias, bah, Jacques Monclar, c'est quelqu'un d'inspirant. C'est surtout quelqu'un avec qui c'est cool de passer du temps et d'avoir des échanges. Moi, j'ai déjà regardé des matchs de basket avec Jacques. C'est un régal parce qu'il y a des anecdotes qui fleurissent tout le temps. La manière de l'analyser, c'est pas forcément d'ailleurs exactement comme quand il les commente à la télé. Et je trouve que c'est quelqu'un d'important et d'inspirant dont on a déjà parlé évidemment dans les MOOC parce qu'il y contribue aussi de temps en temps. Mais moi, je dirais Jacques Monclar. Et puis après. Ouais, alors chez les Américains, plus Bill Simmons que Zach Lowe, moi, même si j'adore Zach Lowe et c'est celui que j'ai le plus écouté presque, Bill mais Bill Simmons Simmons, aussi pour moi, hein, pour le coup, ouais. ouais, parce qu'il y a le côté fan, il y a le côté fan, un peu mauvaise foi, un peu supporter, qui ressort parfois au milieu du côté analytique quand même et qui est toujours intéressant. Je n'aime pas tout ce que dit et fait Bill Simmons, hein, mais par contre, c'est toujours assez divertissant et je me dis souvent, il a pas tort, tu vois. Donc ouais, moi je dirais ces gens-là pour le côté. Alors c'est pas forcément des coachs Courbis dans le sens de la question, mais il y a quelque chose de cet ordre-là quand Ouais, Bill Simmons, moi aussi d'ailleurs. En fait, même. Ouais, Grantland était ouais, ce assez média. impactant, c'était en plus, ça correspondait le prime de Grantland, c'est le moment où moi vraiment je commence, à rentrer dans le métier, donc c'était un bon kiff. Dommage que ça n'existe plus. Les previews de début de saison avec Bill Simmons et Jalen Rose, bah, dont Incroyable. sont inspirés Trash Talk avait déjà expliqué, ils ont déjà expliqué que c'était inspiré de ce format-là pour leur fameuse preview de début de saison. Moi, j'adorais ça aussi, c'était trop marrant, J'ai les interactions et les connexions entre les deux. j'adorais ça et figure-toi qu'il y a pas longtemps, j'en ai re-regardé une, je pensais que ça durait 30 et quelques minutes. En fait non, c'est très court. Est-ce que tu te souviens que ça durait, je sais pas 10 minutes? Une Sur équipe, chaque c'était genre équipe? 10 Ah minutes. ouais? Je sais pas, Ouais, mais 10-15 minutes. je revois Je me souviens Jalen plus Rose avec sa exactement, batte j'ai de revu il baseball. y a pas longtemps et j'étais persuadé que Ouais. c'était super long. Ouais, moi aussi avec le clairvoyant de Bill, c'était exceptionnel. Il mettait son chapeau pour annoncer une prophétie un peu Ah, loufoque. C'était ah, bon. c'était fort. Allez, question suivante. Question de Denis. Lors du Hoop Culture du 11 janvier, Théo et Pierre Armand ont mentionné une action décisive de Jrue Holiday contre les Celtics. Depuis, je me pose une question sur ce joueur. Il est impactant dans chacune de ses équipes, mais j'ai l'impression qu'il a une carrière un peu transparente, entre guillemets. Je ne pense pas croiser un jour quelqu'un qui porte un maillot floqué Holiday. Il est pourtant double champion NBA avec un rôle décisif, double champion olympique, 2 fois All-Star, 6 sélections dans des All-Defensive Teams. Le palmarès est plutôt solide, même si ses moyennes en carrière n'ont rien d'exceptionnel. Preuve que c'est un excellent role-player.
Selon vous, quelle trace va-t-il laisser dans la ligue? Est-ce que vous pensez que son maillot sera retiré dans une franchise ou même qu'il rentrera au Hall of Fame? Je ne crois pas connaître un autre joueur de ce type ayant eu ce genre de célébration. Après, c'est pas illogique que Holiday ils vendent pas de maillot, hein. Je sais pas, tu croises beaucoup de maillots de Scottie Pippen, qui est pourtant l'un des Ah, attention, je il y en a eu compare, quand même. que ce Ça soit faisait un peu. oui, Hmm, mais justement, mais attends, justement, Scottie Pippen qui est pas Jrue Holiday, qui est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais qui hmm, n'est pas le personnage «principal» entre guillemets, peut-être à tort par moment d'ailleurs. Scottie Pippen, il n'y a pas non plus des masses de maillots de Scottie Pippen. J'ai fait exprès de prendre un joueur super fort ouais. comparer avec Holiday. Tu vois? Donc des mecs, hein, où si tu veux que je reste un peu plus sur Jrue Holiday, je sais pas, y a personne n'a un maillot de Roberto Ri. Alors pour le coup, Holiday individuellement est plus fort, c'est un All-Star. Hmm. Faudrait que je prenne un juste milieu entre Horry et Pippen là. Faudrait que j'arrive à trouver l'espèce de juste milieu. Mais je suis pas surpris qu'il ait pas de maillot. Après la trace qu'il va laisser, il y a peu de mecs en fait qui laissent une place dans à l'échelle vraiment de l'histoire de l'histoire. Il y a des superstars qu'on a déjà oubliés. Jerry West, combien de temps encore ça va être vraiment considéré comme une icône, Hmm. tu vois? Alors et en plus, il est le logo de la NBA, tu vois? Par rapport à pour des jeunes qui sont nés en 2002 et encore, tu vois, 2002, tu as déjà 23 ans. Jerry West, à un moment, ça va plus parler, en fait. Ça plus personne se souviendra. Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé des articles des années sur les années 70. Moi, je les connais pas les superstars des années 70. Pour Ouais. moi, jamais, tu vois? Je pense pas et si je connais juste bien sûr, j'en connais quelques-unes, mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas les premiers noms qui me viennent en tête quand je réfléchis aux légendes de la ligue. Donc déjà sur les superstars, donc alors maintenant en plus sur les joueurs de devoir ou de complément d'équipes très fortes, je roule l'idée, bah, ouais, il va pas laisser une grande trace dans l'histoire et je pense pas que son maillot sera retiré, Je pense. nulle part. C'est ça la problématique, c'est qu'il a été très fort sur les passages où ils ont dans les équipes où il était champion. Il a été bon et même All-Star. C'est quoi, avec Philadelphie ou New Orleans? Je sais plus. Mais il a pas Avec essayé. Philly Ouais, avec Philly et quoi? Et l'autre c'est et la je sais deuxième plus. c'est Bah, avec New Orleans, il avec, a peut-être été Milwaukee. All-Star. Ouais. Bon, Je sais même pas s'il était le All-Star truc, avec c'est que Milwaukee. ces gros passages, ces meilleurs moments dans ces équipes-là, Ouais, avec Milwaukee. c'est rarement sur de longues années. Et je pense qu'il reste pas assez longtemps à chaque fois pour qu'on se dise le maillot sera retiré. Ouais. Euh, Carrière de Hall of Famer, même si on le donne un peu plus facilement qu'avant, le ticket pour rentrer, je Oh, sais pas ouais, il s'il l'est l'aura. pas. Il laissera, je Ah pense, non. un très bon souvenir aux gens qui ont suivi le basket à Ouais, ce voilà. moment-là. C'est un mec super et adoré de partout. C'est aussi, je pense qu'il sera peut-être un peu plus révéré par les joueurs qu'il a affrontés parce que Mmh. à un moment, tu as tout le monde qui, quand tu demandais aux joueurs qui est le défenseur le plus dur, tout le monde disait bah, celui que j'aime le moins affronter, c'est Jrue Holiday parce que c'était le plus fort à ce moment-là. Mais je pense qu'il sera peut-être, le nom sera peut-être perpétué comme ça, mais peut-être Ouais. pour les fans, ce sera plus compliqué. Donc non, je lui vois pas le Hall of Fame, je pense pas que le maillot sera retiré. Par contre, il peut rester dans le paysage. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui voudra rester autour, peut-être médiatiquement, je sais pas. C'est quelqu'un de plutôt discret finalement, même s'il est très actif à côté. Ça a été au niveau des États-Unis, ça a été un peu, il a fait un peu le power couple avec Lauren Holiday, qui était une star d'équipe américaine de soccer. C'est finalement quelqu'un d'assez discret. Donc je sais pas, c'est vrai que c'est un personnage particulier, un joueur particulier, pas facile de le situer. T'as raison. Il sera en fait, les gens qui se souviendront de lui, c'est voilà, c'est comme tu as dit, c'est ceux qui ont vécu cette époque et c'est ça, sa trace Mm. dans l'histoire, c'est ça s'arrête là, je Il va pense. pas transcender, il va pas traverser les époques a priori. Pas C'est ce que c'est ça, et si on peut traverser conclure les comme ça. époques, exactement. C'est Mm. très bien dit. Youssef nous pose une question. Je suis de retour, parce qu'il nous posait des questions il y a quelques temps et ça fait un petit moment, pour reparler de gros sous, de thunes, de money, de moula, de flouze ou pour Théo de louis d'or. La dernière fois, il a dit qu'il n'était pas aussi vieux que les sesterces, donc je corrige le tir. Il y a quelques jours, Kevin Love a chargé les syndicats de joueurs et a vivement critiqué les nouvelles règles concernant les aprons, estimant qu'elles foutent en l'air le jeu, je cite. Il prend notamment l'exemple d'Oklahoma City. Comment justifier qu'une franchise qui a drafté intelligemment, développé ses joueurs et construit son projet de la meilleure manière possible ne puisse pas conserver son noyau dur à un moment donné sans devoir payer de taxes? Et je suis plutôt d'accord avec lui, je trouve ça injuste de pénaliser des franchises qui bossent bien, ont des scouts compétents et développent leur marché comme ça, autant que des franchises dirigées par des bras cassés qui veulent former instantanément des super teams en entassant des stars, coucou les Suns et les Nets. Du coup, pensez-vous qu'il omet que c'est aussi la faute des franchises qui ont tendance à donner des salaires max à tout va, genre Oprah Winfrey, you get a max contract,
Je vois la scène, c'est assez marrant. Où pensez-vous qu'une solution pourrait exister comme scinder la masse salariale et différencier les joueurs draftés et se trader, ou alors créer un autre apron moins punitif pour des teams composés majoritairement de joueurs draftés? Et enfin, en prenant un peu de recul, les Warriors déjà à l'époque avaient connu de vraies galères pour garder leur trio, souvent au détriment de leur banc, pour y mettre Riri, Fifi et Loulou. Donc est-ce que la NBA veut vraiment encourager la draft et les développements, ou simplement empêcher toute forme de continuité? Je pense effectivement qu'ils se sont un peu plantés avec les épreuves. En tout cas, on voit les répercussions, on voit les conséquences aussi, surtout les sanctions, parce que les sanctions liées aux épreuves, tu te retrouves très vite, en fait, tu vois, il y a des équipes aujourd'hui, les Celtics, ils sont compétitifs, par exemple, il y a un peu la tentation de se dire: «Ah bah tiens, les Celtics sont peut-être un trade et un retour de Jason Tatum de pouvoir, viser, je sais pas, les finales NBA». C'est un peu utopique, hein, de la part des fans des Celtics, mais pourquoi pas? Il y en a qui pensent comme ça et la vérité, c'est que Boston ne peut même pas se permettre de retourner au-dessus du second éperon. Ça c'est pas possible. Si tu es 3 fois au-dessus du second éperon sur les 5 dernières saisons, ou plus de 3 fois, pardon, je ne sais plus la règle exacte, tu perds des tours de draft ou c'est automatiquement mis à la fin. Enfin, il y a un paquet de sanctions qui sont assez lourdes en plus de toutes les taxes. Donc c'est vrai que c'est un système, délicat. Je pense que ça va changer. Je pense que les épreuves, ça saoule tout le monde. Je pense que ça saoule les joueurs, ça saoule les franchises, ça pose problème et c'est vrai qu'il pourrait y avoir, par exemple, un système un peu comme on fait avec tu sais, des charges, les charges patronales et cetera. De se demander, bah, tiens, dans le salary cap, un joueur drafté que tu as gardé plus que 5 ans ou que 6 ans, je ne sais pas, comment ça fonctionnerait exactement et ben, il compte dans le salary cap, mais il compte pas, ou il compte que moitié moins dans le calcul de la luxury tax ou quelque chose comme ça, mais faire un peu des tax free sur ce Ouais. genre de contrat, de mecs que tu as gardé et mais bon, de toute façon, en tout cas, je pense que ça va changer. Donc ça pourrait se complexifier, ce qui ne va pas arranger mes affaires avec mon cerveau non Exact. mathématique. J'ai déjà mis du C'est temps à déjà comprendre limité, ouais. ouais, les différents ressorts du CBA, c'est pas simple. Et il y a même des dirigeants ou ex-dirigeants qui ne comprenaient pas bien le CBA, donc on imagine que ça, si c'est encore complexifié. Mais par contre, oui, c'est vrai que ça a changé la donne et que ça a quand même pas l'air de plaire à beaucoup de monde. Alors à la base, c'est pour respecter c'est censé être là pour faire respecter de l'équité, mais c'est vrai que moi j'aime bien, je défends constamment les fameuses équipes qui travaillent bien, contrairement aux équipes de gros marchés qui attendent la prochaine star qui soit intéressée par elle. Donc ouais, moi tout ce qui est bon pour récompenser le bon travail sportif, je suis pour. Après par quoi ça passe malheureusement, c'est un peu en dehors de mes compétences. Mais c'est marrant parce que même dans les questions et dans d'autres qui nous ont été posées là, il y a pas mal de volonté de changer des choses dans la NBA actuelle, que ce soit au niveau réglementation, financier, des points de règlement. Je crois que les gens, ils sont arrivés peut-être à un point où ils ont envie de voir des choses bouger sur le produit en lui-même même, tu vois. Donc c'est assez OK. intéressant. On passe à une question de Mickaël qui va te plaire vu que ça concerne l'une des franchises. Je ne vais pas utiliser le terme de supporter puisqu'on n'en est plus là, mais que tu portes quand même plutôt dans ton cœur. Mickaël nous demande que manque-t-il aux Portland Trail Blazers pour passer un palier? Cette franchise me surprend actuellement, une équipe jeune qui fait de belles perfs. La dernière en date contre Houston, Avdia, Sharp, Klingan, Camara prêt à perdre ses dents sur le terrain. Il nous dit j'aurais adoré Cooper Flag dans cette équipe comme l'avait mentionné Antoine. Et il précise aussi pour moi les plus beaux maillots de la ligue ce sont eux. J'ai adoré la période Sheed et Ah ça, je celle plus Lillard. sois totalement. Ouais. Donc Pardon. qu'est-ce qu'il manque aux Blazers pour passer encore un palier si on considère que c'est une équipe là aujourd'hui de play-in? Voilà. Giannis Antetokounmpo. Il manque Giannis Antetokounmpo contre Sheldon Sharp, Scoot Anderson, les tours de draft des Bucks. Antoine a un trade tout Heu, prêt, vous voyez, fallait juste une mettre une j'avais pièce déjà dans la fait. machine, Ouais, Antoine, il la dégaine, bien je sûr que tu sais même l'avais plus ce que faite. j'ai rajouté, mais après derrière tu joues avec Lillard, Holiday, Avdia, Antetokounmpo et Donovan Clingan. Et tu peux avoir Sidi Sissoko qui s'est affirmé en sortie de banc, Caleb Love. Le banc serait peut-être un peu léger encore, mais tu recrutes bien un ou 2 vétérans qui vont accepter de venir pour jouer avec Yanis. Et pour les Bucks, tu récupères tes tours de draft, tu peux tanker, tu as Shedon Sharp, une jeune star en devenir, et tu as Scoot Anderson. Au final, quand même, un temps, Scoot Anderson, je dévie la question, je me permets, un temps par les Américains annoncé comme un vrai concurrent de Victor Wembanyama pour le first pick, hein. Ça n'a pas duré Mhm. longtemps, mais faut s'en souvenir. Perçu comme une future superstar. Alors, bon, pour l'instant, très discret, hein, mais Scoot Anderson va savoir dans un autre contexte. En tout cas, tu as 2 jeunes talentueux, prometteurs, athlétiques.
tu as des pics. Et là, je dis ça, mais tu rajoutes, il y a sans doute d'autres choses à rajouter. Je pense qu'il faut rajouter Jeremy Grant peut-être pour l'équipe des salaires, que tu peux rééchanger quelque part ensuite, pour avoir d'autres atouts, que tu envoies tout de suite dans une troisième équipe pour avoir d'autres atouts. Tu peux te remettre à tanker. Ouais. Beaucoup de gens pensent que je suis pour Milwaukee. Je n'aime pas du tout cette franchise, sachez-le. J'aime bien Giannis Antetokounmpo. Je Il n'ai adore Yanis, jamais mais oui. aimé les Bucks. Et on parle de maillot, je trouve les maillots des Bucks dégueulasses. C'est la raison pour laquelle je ne peux absolument pas acheter un maillot de Giannis Antetokounmpo. Donc si Yanis pouvait jouer dans une autre équipe qui... Après, voilà, je suis le premier à chaque fois à dire ouais, calmez-vous sur trade de Yanis, etc. Mais dans l'idée, si Yanis pouvait se retrouver à Portland, je trouve que ce serait cool. Et pour répondre à la question, à Portland, il manque une autre star. Avdia, il se révèle, mais c'est pas une première option. Non, on est d'accord, C'est c'est un pas une All-Star. première Maintenant, il est option. calibre All-Star, mais c'est pas, je pense pas que c'est pas une star qui te fait aller jusqu'au titre. Ouais, Ça me paraît évident. Et pourtant, ex- je sais que je l'aime bien. Mais... exactement. Donc, après, c'est pas dit qu'Yanis il gagnerait non plus un titre à Portland, hein. C'est juste que ça serait vraiment compétitif et intéressant. Mais j'ai dit Yanis, ça pourrait être n'importe quelle star. Hmm. En fait, les Blazers ont quand même réussi à créer un mix de vétérans, de jeunes qui ont encore du potentiel et de tours de draft d'autres équipes. Donc, il y a, dont ceux des Bucks, dont deux des Bucks, je crois. Et c'est parce que ceux des Bucks sont à chaque fois, je me souviens plus exactement où est-ce qu'ils sont chacun. Donc, on sait qu'il y en a un qui est à New Orleans en 2027. Je crois qu'après, c'est Portland qui en a deux. Mais il y a plein de conditions à chaque fois, donc c'est difficile de savoir exactement qui a lesquelles. Mais les Blazers, alors que j'ai l'impression qu'à un moment, Joe Cronin faisait n'importe quoi, dans le fond, j'arrive à capter l'idée là. Tu vois, je vois un peu le plan. Et voilà. C'est ça qui manque à Portland. C'est pas juste, Ouais, je pense qu'il faut vraiment la star, quoi. un peu de star power, voire beaucoup. Un peu de temps de Ouais. continuité au coaching avec le nouveau coaching staff Thiago Splitter. Moi, je pense vraiment que ce sera un très bon coach. NBA, on a déjà vu que c'était plutôt un bon coach en dehors de la NBA, mais un peu de continuité, ouais, d'années d'expérience sous ce format-là avec Avdia et sa montée en puissance. Puis bah, évidemment, si Yanis, la question ne se pose pas. Je pense que les 99% des équipes accueilleraient Yanis volontiers. Mais pour Portland, c'est ce qui manque, c'est ça, sans doute, un peu de star power. Sauf s'ils nous font mentir, s'ils vont au playoff cette année via le play-in et qu'ils créent une surprise, mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Mais il y a du matériel. C'est un peu comme les Rockets avant Kiddy, mais sans Alperen Sengun, en fait. C'est-à-dire que tu as du talent. Alors, Avdia sera un All-Star, donc il y a quand même un Hmm. All-Star par rapport à ces Rockets-là. Mais voilà, parce que imaginons, ok, l'hypothèse Yanis ou Superstar, c'est pas crédible. C'est pas possible, ça marche pas, il n'y a pas de trade. Bah, là, je pense que Portland chercherait juste à être une bonne équipe jusqu'au jour où il y a une nouvelle opportunité, tu vois. Mais voilà, bonne Hmm. équipe et tu progresses avec Sharp et tu essayes juste d'être. Parce que tout le monde ne peut pas viser la gagne, en fait. C'est vrai qu'on prend tout par le prisme du titre, mais c'est pas possible. Il y a 4-5 équipes qui jouent le titre, 4 équipes peut-être. Sinon, le reste du temps, bah, faut juste, si tu es juste compétitif, tu finis par être peut-être un jour en position. Et les Blazers, comme les Pacers, ont souvent été une franchise comme ça, où le but c'était d'être compétitif et d'être bon. Et c'est ça qui compte, c'est d'être bon. Donc je pense que Portland, au-delà, ça rejoint du coup ce que tu as dit, c'est du Hmm. temps et de la progression des jeunes en continuant à faire les bonnes signatures autour pour avoir une équipe qui tient la route. Ouais. Mais une équipe quand même intéressante à suivre. Ça Très, peut aller très relativement bien. vite parce qu'après, quand il y avait tout ce qu'il y avait autour de Damian Lillard, on se demandait un peu où ça allait. Le coaching staff avec Billups, ça avançait pas forcément dans un sens. Bon, en tout cas, ouais, moi je suis plutôt optimiste pour les Blazers. Ils sont pas à grand chose de Pareil, redevenir vraiment compétitifs. Que ça progresse. Question de pareil. Maxime. Merci pour le taf et pour répondre à une question d'un CQFR, comment consomme-t-on la NBA? Perso, c'est vous mon League Pass. Bref, j'ai une question un peu chelou. Cet été, en regardant des vidéos YouTube, genre embrouille sur le terrain, etc., je tombe sur un passage où l'ami Bobby Portis jette un regard de la mort qui tue à, eh bien, je ne sais plus qui. J'ai pensé à vous et je me suis demandé, pour vous, quel joueur actuel ou retraité a un regard qui vous ramènerait au petit enfant que vous étiez s'il vous le jetait? PS, pour lui, c'est pas Yanis, parce que Yanis et ses lèvres. Oh, j'avais pas vu. C'est no safe for work, le PS. Mais bref, Yanis ne lui fait pas peur, voilà. Pour dire que quand Yanis s'énerve, ça n'a pas l'air de lui faire peur. Est-ce que, Antoine, il y a un gars, si t'es sur le terrain et qu'il te regarde en mode on va se battre, tu redeviens un enfant de 4 ans? Déjà, je tiens à dire que vu leur gabarit, je suis un enfant de 4 ans sans même qu'il me regarde mal. Mais je pense qu'Isa Stewart, ça doit faire flipper quand même. Il y a de l'intensité dans le regard Et puis lui, qui tu sais qu'il passe à doit. l'acte. Tu sais qu'il passe à l'acte aussi, c'est ça le Ouais, truc. voilà, c'est ça. Il y a-
Parce que c'est compliqué. Mais oui, tous, Bobby Portis, c'est vrai que Bobby Portis, c'est chaud aussi, hein, cela dit, hein. bah, il est moins effrayant quand il est en dehors du terrain, parce qu'il est pas tout le temps avec les yeux écarquillés. Je sais plus c'était le podcast de qui. C'était chez JJ Redick avant qu'il soit coach, je crois. Avant qu'il prenne les Lakers, il était passé et il avait l'air plutôt. Par contre, sur le terrain, il a tout le temps les yeux écarquillés, c'est impressionnant. Et lui aussi, on En sait fait, qu'il passe à l'acte. ah ouais, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est qu'il a la tête d'un mec qui est capable de blackout pendant 45 secondes, de pas se rendre compte de ce qu'il est en train de faire, de reprendre ses esprits, mais c'est déjà trop tard, en fait. Ouais, Et ça, c'est trop tard. c'est très Moi, flippant. il y a un mec, mais là pour le coup, il m'a fait peur. Je savais qu'il allait pas m'agresser, tu vois. Mais où j'ai senti vraiment dans le regard où je me suis dit, oh là là, il fait quand même bien flipper, alors que c'est pas nécessairement un mec qui s'est battu sur le terrain ou en dehors, hein. Mais à l'époque, dans le vestiaire des Kings, quand ils étaient venus jouer à New York, de Marcus Cousins, euh, franchement, le regard qu'il jette en mode non, j'ai pas envie de répondre aux questions, c'était pas qu'à moi, hein, c'était pas ciblé sur moi, on était plusieurs, mais je me suis dit, ouais, non, lui, il faut pas. Tu vois, et d'ailleurs, il s'était pris la tête avec les journalistes locaux à l'époque qui avaient écrit des trucs sur son frère ou je sais pas quoi. Bon, tu sens qu'il peut avoir envie il pouvait avoir envie d'en découdre et il est beaucoup moins effrayant maintenant qu'il est consultant, je trouve. Il a l'air presque cool Ouais. et chaleureux, alors que je trouvais que c'était le gars, bah, il souriait pas sur le terrain déjà et il faisait un petit peu flipper, ouais. Mais, euh, mais ouais, tous, globalement tous. C'est ce que je disais j'ai écrit un article, alors c'est plus décalé qu'autre chose, hein, cette semaine sur les têtes à claques, entre guillemets, de la NBA en 2026. J'ai bien précisé en intro que c'est absolument pas quelque chose que j'oserais dire à n'importe lequel des gens en question et que c'était juste une manière d'exprimer le fait qu'il y en a qui pouvaient être un peu irritants de par ce qu'ils transmettaient en langage corporel, en comportement et en style de jeu sur le terrain. Donc non, jamais on ira dire ça à des joueurs NBA, vous inquiétez pas. On passe à la question suivante. Euh, question de Roland. Il y a quelques semaines après une défaite des Lakers, j'ai vu passer la news sur Basket Session et autres médias que les joueurs des Lakers se seraient dit leurs quatre vérités, pour, euh, pour prendre la citation, comme cela arrive parfois dans d'autres vestiaires. Pensez-vous que cela est vrai, qu'il est vraiment possible de dire ces quatre vérités à un Luka Doncic ou un LeBron James? Dire à LeBron ou Luka de défendre un peu plus, sans même cibler un joueur en particulier, est-il vraiment opportun pour un role player ou un joueur du banc de dire ce qu'il a sur le cœur au risque de perdre sa place ou de se mettre à dos son franchise player? L'avez-vous déjà fait ou vu vous-même en club une vraie réunion pour se dire vraiment les choses? Et surtout, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose en définitive? Si les Lakers se sont vraiment dit leurs quatre vérités il y a quelques semaines, visiblement ça n'a servi à rien, voire ça a empiré les choses. Il suffit de regarder DeAndre Ayton jouer hier contre les Hornets avant-hier pour Ouais. comprendre. Et c'est pas pour tout charger sur Ayton, hein, ça et Doncic, c'est vrai, on nous reproche des fois d'être trop gentil avec Doncic et Doncic qui franchement n'en fiche pas une quand il n'a pas le ballon, c'est-à-dire aussi bien en défense qu'en attaque, dès qu'il est pas concerné, c'est vraiment parfois problématique. Pour répondre à la question, à part, Marcus Smart là, qui dans ce vestiaire, a une certaine autorité, caractère, slash caractère, slash Ouais. statut pour aller parler à LeBron James de 41 ans qui en a plus rien à secouer, qui défend plus des masses non plus, ou à Luka Doncic, star de l'équipe. En fait, il y a pas. Tu vois, c'est-à-dire que Gabe Vincent, il peut parler s'il veut. Je pense qu'à la limite, il aurait peut-être pas peur de le faire, ou d'autres mecs, mais quel impact ça va avoir? Et j'ai pas de réponse sur vraiment est-ce que ça a marché à l'échelle amateur, parce que je me souviens plus assez ou je me rends pas assez compte, mais c'est vrai que même à l'échelle amateur, tu sais que pour parler, il y a quand même certaines voix qui portent plus que d'autres dans le vestiaire, comme dans tout dans Mhm. la société en fait. On n'est malheureusement pas tous vraiment égaux et il y a des statuts, il y a des étiquettes et en fonction de ton caractère, de ton niveau de jeu évidemment, de où tu es dans l'équipe. Et j'ai l'impression qu'aux Lakers, c'est ce que disaient Carmelo Anthony et PJ Tucker dans un podcast, il n'y a pas un Udonis Haslem ou un PJ Tucker justement qui va attraper Luka. Et c'est marrant parce que j'en parlais en off avec Théo c'était hier après le CQFR, où je parlais justement de Luka qui est c'était contre les Hornets, c'est catastrophique quand même, tu vois. C'est vraiment, il Mhm. n'en a rien à secouer. Euh, et je reparlais de cet exemple de Tucker et Melo et du fait que, bah ouais, c'est vrai, ils ont besoin d'un gars comme ça, en fait, d'un mec qui arrive dans le vestiaire et tu sais, qui dit à Luka, non mais. Parce que Gigi Reddick, Melo, ce qu'il dit, Melo, c'est il dit Gigi Reddick, il peut pas le faire. Il a envie de le faire, mais il peut sans doute pas le faire vraiment. Tu sais, le faire jusqu'au bout. Il peut Mhm. le faire un peu, tu sais, mais il est obligé de mettre les formes. Il peut pas attraper Luca, le mettre contre un mur et lui dire, mon gars là, soit tu commences à faire des efforts, soit ça va très mal se passer pour toi, tu vois. Et c'est vrai qu'il leur manque peut-être un mec comme ça dans le vestiaire, quoi. Parce que je pense que Luca, contrairement à d'autres
Si tu le pousses, il peut le faire. Mais c'est relou qu'il ait besoin d'être poussé, tu vois? Mais ils ont pas ce gars-là, ils ont pas un tonton, ils ont pas un patron, un Udonis Haslem, je pense que c'est vraiment ce qui résume le mieux. Pour moi, s'il y a une occurrence dans la saison où on nous dit ah ils se sont réunis entre joueurs, ils se sont dit ça va plus pour qu'on change le truc, là ça a une chance de marcher et même au niveau amateur, les quelques fois où ça m'est arrivé dans des équipes, si toutes les semaines il y a une discussion Ouais, où on se dit les choses, où maintenant c'est par des groupes WhatsApp, hein, c'est comme ça, allez on se dit les trucs, si c'est toutes les semaines ça peut pas marcher. c'est que c'est mort, ouais. Si par contre C'est c'est que c'est une trop fois dans la tard. saison parce que une série de défaites commence à être pesante, parce qu'il y en a un ou deux qui n'ont pas des comportements par exemplaires, enfin voilà, ça peut arriver qu'il y ait besoin de recadrer une fois dans la saison. Mais c'est pas simple de dire les vérités aux joueurs. Regarde, tu parlais de Marcus Smart. Moi, je me souviens qu'il était. C'est comme ça qu'on nous l'avait relayé, en tout cas, et ça avait jamais été démenti. L'année, alors donc quoi, 2 ans avant le titre, peut-être, l'année où Boston fait un virage spectaculaire à partir de Noël, ils étaient Ouais, très très moyens, et derrière ils font une deuxième partie de saison géniale. Apparemment, Smart, il leur a dit littéralement, vous êtes des persos, vous pensez qu'à votre gueule. Il y a d'autres joueurs dans l'équipe, jouez autrement, quoi. Et en mon avis, en des termes un peu plus vulgaire. Et ça avait, c'est pas que ça, mais ça avait fonctionné. Et il avait, là où il a la légitimité et là où tout le monde ne l'a pas, parce que tu me disais Carmelo Anthony. J'imagine Carmelo dans le vestiaire, s'il dit ça à Luka, il va lui dire mec, t'as pas défendu pendant 20 ans, qu'est-ce que ouais, tu viens c'est me pas dire? Melo, c'est pas ce Melo qui se Voilà, galère du vestiaire, ça il c'est faut sûr. un profil particulier. Un Udonis Haslem, il s'en foutra d'avoir été un joueur moyen en attaque toute sa vie. Il va dire moi, j'allais mourir sur le terrain pour le hit, j'allais me taper en défense constamment, donc je suis légitime pour te le dire. Et est-ce qu'ils ont ces joueurs-là? Smart pourrait le dire quelque part, mais les autres, je sais pas. Sachant que Smart est même plus, tu vois, il est plus le même joueur qu'il Ouais. était justement à Boston au moment où il tape ce coup de gueule sur Brown et Mm, Tatum en 2022, quoi. C'est il y a 3 mm, ans, il y a eu des blessures. LeBron ouais. pourrait même pas le faire malgré tout ce j'imagine que Luka, il respecte LeBron et tout, tu vois, qu'il y a une admiration, c'était son joueur préféré, mais LeBron, il défend plus Il qu'il fonctionne pas comme ça, LeBron. Dans tous les cas, même dans son prime, il en plus, fonctionnait il pas est comme pas ça. comme ça LeBron, ouais. Bah, ouais, C'est plus le oui, fameux c'est pas lui, passif-agressif. Il jette des regards un peu bien noirs comme sûr. ça, genre avec un air de si tu continues comme ça, tu passeras pas l'hiver. C'est plus ça, mais Il tweet, il y a il 2-3 aurait la petits tweets, légitimité. allez Les petits tweets, ouais. et puis Entre deux tweets sur les résultats LeBron NFL. LeBron aujourd'hui, il s'en fout. Mm, Là, LeBron, il est concerné par LeBron. Il est mm, plus cause et tu sais, pour moi, je pense que sa réponse la plus honnête de la saison, voire de sa carrière à LeBron, c'est quand il y a des journalistes qui lui demandent un avis sur je sais plus quel joueur et qui répond: «Mais mec, je regarde plus de basket. Là, je rentre chez moi, je regarde du golf. De quoi tu me parles?» tu vois? Et je pense que c'est la réponse la plus honnête de toute la carrière de LeBron. C'est: «Là, mon gars, je suis sur la fin, que ça soit maintenant, ouais, dans un an, dans 2 ans, peu importe. La NBA, ça me concerne plus vraiment là, en fait. Je suis là, mais j'ai d'autres passions. Je suis sur mon après-vie. Mes gamins, ils ont quitté la baraque. Il me reste plus que ma fille chez moi, tu vois? Il y a plus les 2 fils. C'est une autre vie, quoi. Il arrive dans une autre vie où, bah, voilà, les enfants, ils partent à la fac, ouais, où ils ont leur propre appartement. Il est plus dans ce délire, quoi. Je pense qu'il s'en c'est pas qu'il s'en fiche, évidemment que non, c'est un compétiteur, bien sûr qu'il s'en fiche pas, mais déjà, je pense qu'il a fait le deuil quelque part de, tu sais, de finir sur un titre ou des trucs comme ça. ou Si d'avoir ça arrive avec suffisamment les Lakers, d'influence. ça arrive, mais Ouais, sinon il il y aurait a pris une aussi, ristourne, tu vois? Sur ouais, son il contrat. y a aussi peut-être le deuil d'avoir suffisamment d'influence pour faire Ouais, changer les choses aussi, suffisamment, tu vois. bien sûr. C'est à Ouais, l'époque, et je dis ça quand je le dis, je vois souvent des commentaires, ah, c'est pas LeBron qui tirait toutes les ficelles. En fait, je dis pas ça, c'est juste qu'il avait suffisamment d'influence, ouais, il en soit tirait pour mettre des coups quelques-unes de quand même, hein. pression, ouais, voilà, mais il arrivait à provoquer des trades, même pour faire venir des joueurs ou pour changer des choses. Enfin, et c'est logique, on parle de LeBron James, c'est pas un mec lambda. Et je sais pas s'il a encore déjà cette influence auprès du GM, si, bon, avec Reddick, il y a une relation, mais est-ce qu'il sait que c'est Luka le plus important pour l'avenir des Lakers aujourd'hui, donc sa parole porte peut-être aussi un peu moins. Non, donc pour répondre à la question, non, c'est pas facile de. Je pense que c'est pas simple. Jack Laravia, tu crois qu'il va aller voir LeBron ou Luka Bah, et dire mec, jamais. va te battre. Pourquoi t'as pas sauté sur le ballon Tu vois, par exemple, ça me fait penser, il y a un exemple. Il y a l'exemple Podziemski aux Warriors. Il a irrité quelques mecs. Alors, très bien accepté par Draymond Green, par exemple. Je pense que ça lui plaît, ce genre de truc. Mais parce qu'apparemment, il a quand même pas mal ouvert sa bouche dès sa saison rookie, un peu insolent, tu vois. Oui, mais pas en mode critique, en mode, je Oui, suis fort.
Ça, c'est pas en Mmh. mode fais les efforts, mec. C'est en mode C'est genre vrai. moi aussi je mérite des tirs. C'est pas tout à fait pareil. Mais par Non, c'est contre, vrai. tu vois, un mec, un jeune ou même un Laravia qui irait voir Doncic ou LeBron, ça en dirait long finalement sur le caractère d'un Jack Laravia. Ce serait un mec en qui Ouais. je suis prêt à croire derrière. Tu vois, je suis Mmh. prêt à me dire, putain, ce mec-là, il a quand même, il y a quelque chose chez lui. Mais là, moi, c'est pas tant est-ce qu'il serait capable de le faire. Déjà, je pense comme toi que oui, il le ferait pas. Mais c'est plus est-ce que Lucas aura un impact sur lui, tu vois? Alors qu'un mec comme Udonis Haslem, je suis persuadé que d'une manière ou d'une autre, Luka derrière, il ferait soit il irait pleurer auprès de la franchise pour dire: «Non, faut ce mec-là, je veux vraiment pas qu'il soit dans l'équipe», mais derrière, ça se saurait, tu vois? Haslem, il serait le premier à le balancer dans un podcast, soit il s'y mettrait un petit peu, je pense et Aslam, il a mis des il coups de manque pression à ça et Jimmy Butler. Donc, voilà, c'est ça. c'est que c'est possible. Alors que Butler, il marchait sur l'eau au niveau popularité. C'était vraiment la période. Donc, Ça manque il de aurait pas eu leader peur. aux Lakers, hein. Ouais, Ça finalement, manque de leader, hein. de vétérans non lebroniens, en fait. Parce que Exactement. c'est un vétéran, mais c'est tellement encore un Voilà. joueur incroyable que c'est moins sa personnalité à nouveau. Enfin bon. Effectivement, il manque peut-être ces joueurs-là. À nouveau, tout n'est pas définitif. Il y a une trade deadline, il peut se passer des choses encore, mais c'est pas un moment très, très rassurant pour les Lakers là. Question de Julien L. Parce qu'il y a plusieurs Julien. Peut-être que les gens qui écoutent de loin se doivent dire, mais c'est toujours les mêmes qui posent des questions, mais il y a quand même beaucoup de prénoms qui reviennent. C'est pour ça que je précise parfois avec la petite lettre du nom de famille. L'autre jour, en regardant je ne sais plus quel match, à moins de 30 secondes de jeu restantes et 1 ou 2 points d'écart, une équipe prend un temps mort pour mettre en place un système. La remise en jeu est très bien défendue et l'équipe attaquante ne prend pas de risque et reprend un temps mort sans effectuer la remise en jeu. Du coup, l'équipe qui a bien défendu n'est pas récompensée de sa défense et le spectateur doit se taper un nouveau temps mort sans fin s'il regarde le match en direct. Que penseriez-vous d'interdire un temps mort sur la remise en jeu à la sortie du temps mort? Tu joues quoi qu'il arrive. Pourquoi pas, mais ça arrive combien de fois pour que vraiment on en fasse une règle, tu vois? Heu, C'est. Ouais. c'est des occurrences quand même, rares à l'échelle du nombre de matchs disputés, du nombre de temps morts et de possessions disputées et de remises en jeu disputées chaque saison. Mais oui, en tout cas, je comprends tout à fait la frustration. Les matchs en direct, c'est parfois un enfer à cause des temps morts. Les fins de match, ça l'est particulièrement quand c'est serré. Tu sais que si tu as une fin de match serrée, il reste 50 secondes, tu sais que ça va durer 15, 16, 17, 18, 20 minutes, quoi. Ouais. C'est assez insupportable. Donc je Alors, comprends la frustration et l'envie d'en faire une règle. parfois le matin, on se dit ah bah tiens, on va faire le CQFR un peu plus Ouais, tôt et puis genre il reste 2 minutes et 30 au dernier match ça de la nuit puis on prend se dit bon bah on va 35 attendre un minutes, peu. Ouais. ouais, Mais, c'est ouf. mais oui, je comprends. Après, est-ce que la NBA prend beaucoup de mesures qui récompensent la défense ou la bonne défense? Je suis pas sûr non plus. Tu vois. Ça irait plutôt dans le sens Bien de vu, ouais. l'attaque ces dernières années. Mais je comprends l'idée, le sentiment aussi. C'est pour ça que j'ai partagé cette remarque, parce que je me disais que Ouais, ça doit c'est être intéressant. partagé par d'autres gens. Ouais. Tu raison. Question d'Olivier D. Parce qu'à nouveau, là aussi, il y a d'autres Olivier. À la mi-temps de mon match de vétéran du dimanche matin, avec un joli 0 sur 6 au tir et moins 20 de plus-minus, j'imagine que c'est au doigt mouillé qu'il il a pas mis son plus-minus sur le box score. Euh, Outre penser à l'apéro d'après-match, une question m'a taraudé. Est-ce qu'associer Ja Morant et Zion Williamson aux Chicago Bulls, ou ailleurs, je suis ouvert d'esprit, serait une idée folle ou une pure folie? Pure folie peut-être là dans le sens positif. Avec tous les contrats expirants, les choix de draft futurs, je pense que c'est faisable. Moi, les Pelicans, je leur avais fait un trade où ils récupèrent, Ja Morant. Hmm. C'est de la pure c'est une non, c'est une idée folle. C'est une idée folle qui peut devenir une pure folie. Mais quelque part bon après je pense qu'à New Orleans, non, parce que Zion, je pense qu'il en peut plus de la franchise, mais quelque p moi, ouais, les Bulls en plus serait marrant, c'est un ça serait excitant pour le coup. Allez, je vais pas mettre ça sur Chicago, mais je vais rester juste sur Morant, Zion, qui ont donc terrorisé le circuit AAU ensemble, en Caroline du Sud, il y a une époque très lointaine où ils ont joué donc en tant que Mhm. coéquipiers. Je pense que c'est 2 mecs qui ont besoin de se relancer, c'est 2 mecs qui s'apprécient, c'est 2 mecs qui ont des choses à prouver, c'est 2 mecs très, très talentueux, très, très athlétiques, très souvent blessés, très problématiques hors du terrain, très problématiques sur le terrain. C'est 2 mecs qui savent pas shooter. C'est aucun des 2 n'est un leader.
ça peut être une pure catastrophe et en même temps, je pense que ça peut être ultra divertissant et comme tous les trucs, je suis sûr que ça serait pas extrêmement catastrophique. Je pense qu'un temps, ça marcherait. Tu veux dire qu'il y en a aucun Pas des peut-être pas deux, sur la durée, il mais y en a aucun des deux qui prendrait 30 matchs de suspension pour un problème ou qui ne pourrait pas bénéficier de la prime dans son contrat parce qu'il aurait trop mangé à la cantine. Enfin, tu penses que ça se passerait en correctement? fait, je pense qu'il y a une chance qu'on soit dans les rares situations où moins par moins égale plus. Voilà, Ouais. pour reprendre des termes mathématiques. Mais il y en a pas beaucoup des situations comme ça. Souvent, du moins et du moins, ça donne encore plus de moins. Mais là, je pense que ça pourrait marcher un tantinet. Et- Après, les Pelicans les Pelicans sont plus assez désespérés parce que Derrick Queen et Jeremiah Fears jouent bien, que Trey Murphy a de la valeur, etc. Mais les Pelicans, vu qu'ils s'apprêtent à perdre leur pic, franchement, tenter le coup, Morant, Zion ensemble sur une demi-saison, est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire, je sais pas, 20-20 sur le reste de la saison pour au moins donner que le huitième choix aux Hawks, quoi. Moi, Mais ce qui me plairait juste, c'est que je trouve qu'il y a des franchises qui ont besoin d'un peu d'excitation, d'une petite étincelle. Bah là, au moins, bah les Bulls manquent de ça, hein, je trouve clairement depuis la fin de l'époque d'Eric Rose et tout. Il y a eu des bons joueurs qui sont passés, là même dans l'équipe actuelle, il y a encore des bons joueurs. Moi, j'aime bien Josh Giddey, mais ça fait pas décoller du canapé, quoi. Là, les gens vont se lever pour regarder Morant et Williamson. Il y aura peut-être des maillots achetés comme il y en a plus depuis quelques années aussi. Alors c'est pas tout, c'est pas le but de l'existence d'une franchise NBA. Il faut aussi être compétitif sportivement. Mais moi, pour le divertissement, je dis oui tout de suite, hein. Nikola Vucevic qui étire les lignes. Alors, ça voudrait dire 2 transferts massifs, Hmm. au moment de la deadline, c'est très compliqué, mais t'imagines Nikola Vucevic qui étire les lignes, Zion en poste 4, Ja Morant en meneur et il faudrait que je vois, mais je pense qu'il y a moyen de faire tous ces deals-là tout en gardant Josh Giddey. Tu as quand même un quatuor très, très sympathique. Hmm. Après, tu te sépares de Kobe White, tous les autres mecs, de Patrick Williams, Dayo Dosunmu. Je pense qu'il faut que tu lâches au moins un pic quelque part quand même. Tu vas pas prendre les deux sur une petite valeur, mais en tout cas, les deux, c'est du fantasme, hein. Je précise, là, on se la joue NBA 2K, hein. Si ça arrive, ça peut être que dans une franchise où il y a déjà l'un des deux, donc a priori à New Orleans, mais je Hmm. pense que les Pelicans ne feront jamais ça. Je ne vois pas les Bulls tenter le coup sur coup. Bah, on va prendre les deux paris bidons que personne n'ose faire. Nous, on va faire les deux d'un coup, mais Ils ont déjà ça serait tenté marrant. l'association d'All-Star, ils ont déjà tenté dans un passé récent. Il y avait un trio, alors c'est pas les mêmes joueurs, hein, mais C'est Lavine plus de complémentaire sur Rozan, le terrain, là, cela dit. c'est plus Pardon. complémentaire. Non, non, mais t'as raison, le tandem a l'air plus Il y avait la complémentaire vigne de que Lavine Rosanne. de Rozan et Vucevic qui était All-Star aussi pas longtemps avant d'arriver à Chicago. Non, pour le divertissement, je dis oui, hein. Le pire, c'est que là, je vais sonner. Si des gens nous écoutent depuis pas très longtemps, je pense que je sonne maintenant comme un mec ultra sceptique et défiant sur Ja Morant et même Zion, alors que bah déjà, voilà, j'ai essayé de trouver des excuses et je demandais du temps pour la rédemption, pour tout ça. Là, c'est juste que je pense que plus j'ai apprécié des joueurs, ou plus j'ai cru dans des joueurs, plus j'ai du mal après à croire que ça va revenir correctement, même en changeant de décor et d'équipe. Mais j'aimerais voir ça. Moi, je signe tout de suite, hein, juste pour le divertissement. Les fans des Bulls, c'est ce qu'ils signent, par contre? Peut-être quand Je même. sais Ils ont peut-être peut-être. marre de faire le play-in et d'avoir une équipe moyennasse, quoi. En fait, le pire, c'est que c'est vraiment possible niveau salaire. Alors après, C'est ce que nous dit ils Olivier, se justement. mettraient, Ouais. ouais, les Bulls, ils se mettraient dans une situation compliquée. Tu aurais le contrat de Morant, le contrat de Zion. Ça serait l'inverse de tout ce qu'on leur a, ce qu'on leur a encouragé à faire depuis des années. Mm. Mais qu'est-ce que ça serait marrant quand même. Ouais. Franchement, je pense qu'on s'éclaterait. Et je continue de le redire, mais sur une demi-saison, en plus, eux, ils sont déjà dans le play-in pour le coup. Oui. Ils sont déjà dans le play-in pour l'instant. Morant, Guidi, Zion, Vucevic, même avec des plots autour, Ah, j'aime bien, hein. J'aime bien. franchement, tu sais, ils défendraient pas un caillou, hein, ça serait Ah non. catastrophique et tout, mais de toute façon, ils défendent déjà pas un caillou. Ils nous prennent Donc, un cinquième qui fait que de la défense et qui défend ouais, tout je seul. sais pas s'ils arrivent à le faire en gardant Isaac Okoro. Il faudrait que je regarde vraiment les salaires, parce que là, je suis en train de regarder. Mais tu vois, ils ont le contrat expirant de Zach Collins, il vaut 18. Ils ont le contrat de Patrick Williams, c'est 18 millions aussi. Kevin Werther, il est à 17. Contrat expirant. Contrat expirant de Kobe White, 12.
contrat expirant de Ayohan Sonmu, oh là là, je m'y perds. 7,5 millions, contrat expirant de Javon Carter. Tu vois, ils ont Matas Buzeli. J'ai même pas cité Matas On n'a Buzeli. pas cité Donc, Buzelis. donc, attends, mon 5, il a grave de la gueule. Jamorant, Josh Giddey, Matas Buzelis, Zion Williamson, Nikola Vucevic. J'ai presque envie de militer pour que le Carni Sauvas, foutu pour foutu, mec. Mais est-ce que Foutu pour foutu. Tu vas te faire virer à un moment ou un autre. et si tu me dis Prends-le. si tu me dis les règles ont changé, tu peux faire comme au handball et tu changes tout le 5 en phase défensive. Ouais. Euh, Tu vois, t'imagines les mecs ils mettent le des 5 paniers, est ils se techniquement replacent et ils vont direct sur le banc et ils vont rentrer 5 mecs. il faut des changements à la volée comme en Espagne. Changement. Non, mais franchement, ça serait marrant. Je suis sûr que ce serait même pas si mauvais. Après, parce que de toute façon, Morant et Zion, là, ils coûtent pas cher aujourd'hui. Mm. Et je pense que t'es pas obligé de lâcher 2 pics pour aller les chercher, quoi. On verra si la proposition d'Olivier intervient, que ce soit autour de la deadline ou de la fin de saison. Je vais en faire un article. Très bien, merci. Spoiler, c'est sûr, c'est une idée fantastique. Magnifique, Olivier, Je merci. citerai ton nom. Ouais. Et Je trouve ça absolument incroyable. on passe à une question de Rudy. Rudy de Berlin, visiblement, ce qui nous dit lors d'un bon dimanche soir à Berlin, on plie le linge en écoutant le CQFR du samedi. Et je me demande, après avoir entendu la question sur les pires rookies, donc sur celui de la semaine dernière, si on ne pouvait pas aussi analyser ce rizaché bashing à travers le coaching de Quinn Snyder. Je n'ai rien contre Snyder, mais entre son passage à Utah et ses saisons à Atlanta, je reste un peu perplexe sur sa valeur. Comme vous le rappelez souvent, il n'y a pas de peintre à ce niveau, mais vous mettez souvent en avant un coach comme Bickerstaff comme compétent pour développer les joueurs, d'autres comme Spoelstra, Popovich comme des légendes à même d'emmener des équipes au titre. Dans quelle catégorie mettre un coach comme Snyder qui jusqu'ici n'a jamais connu de run en playoff avec ses équipes et qui ne semble pas non plus hyper inventif auprès des joueurs? Rien de personnel, mais je suis quand même énervé de voir que le talent d'un Rizaché est empêché d'éclore, et ce peut-être à cause d'un coach dont le niveau est moyen. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous éclairer ma lanterne sur cette question et cette relation coach-joueur? Pour une fois, je vais prendre juste le contre-pied et dire aussi que, il y a aussi des Rizaché d'une certaine manière, à la marge aussi sa part de responsabilité. Même si évidemment, voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on l'a déjà dit tous les 2, même tous les 3, Théo aussi l'a déjà dit, le rôle de Rizaché est problématique à Atlanta. Je sais pas dans quelle catégorie classer Quinn Snyder. C'est un mec dont la cote est en train de chuter, mais à une vitesse phénoménale. À Utah, il a été perçu un peu justement comme un coach quand même assez inventif, qui a su Oui. faire du Jazz une équipe très solide. Et là, avec le recul, des fois, tu te dis, bon, après, s'il y a des contextes, de toute façon, c'est toujours comme ça que ça marche. T'es fort, le coach va vite passer pour un génie. Enfin, ton équipe est forte, le coach peut passer un peu pour un génie. Ton équipe se met à perdre, tout d'un coup, on revoit, comment dire, on revoit à la baisse le talent créatif de ce coach-là. Je ne sais pas dans quelle catégorie le classer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Hawks, il y a quand même un vrai problème et que le prochain fusible, c'est lui. Je pense qu'au bout d'un moment, ce sera lui, mais moi je suis très déçu parce que j'avais beaucoup d'espoir quand il a signé là. Je me suis dit, pour moi, c'était l'un des meilleurs coachs NBA à ce moment-là. Quand il signe, il sortait de ce qu'il a fait à Utah. Alors, tu l'as très bien dit, la question du contexte importe beaucoup. Il a pu appliquer une méthode à 100% et elle marchait avec les joueurs qu'il avait à Utah. Ça permet de rappeler, et c'est pas que pour faire du chauvinisme, et beaucoup de joueurs du Jazz de cette époque et même encore aujourd'hui disent que Rudy Gobert est quand même responsable pour beaucoup de l'identité de jeu et de la réussite qu'a eu le Jazz à ce moment-là. Mais j'étais déçu parce que je m'attendais à le voir faire ultra progresser cette équipe. J'aime bien son CV aussi. Je veux dire, avant d'être le coach du Jazz, il avait des expériences à l'extérieur, enfin à l'étranger, en Europe. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose des postes d'adjoint dans des franchises où il avait un rôle où tout le monde disait qu'il était très important. Donc moi, je suis déçu. Évidemment que qu'il n'est pas mauvais. Il n'y a pas de mauvais coach en NBA. Il y a juste des coachs pas adaptés à des situations ou plus adaptés ou fatigués. Tu sais, il y a la lassitude aussi. Tu as connu un certain contexte pendant des années. Tu changes totalement de cadre de vie, de cadre de boulot. Peut-être que ça convient pas parce que, à nouveau, avec le matériel qu'il y a sur le papier, on le dit à chaque CQFR, dès qu'ils perdent, on se dit, mais et ils ont des mecs individuellement, que ce soit offensivement ou défensivement, tu peux pas être 11e ou 10e de la conférence Est, c'est pas possible en fait. Et il y a quelque chose qui prend pas. Et dans la relation spécifique avec Rizaché, on le saura peut-être après, quand il sera trop tard, ou quand Zachary en parlera, mais son utilisation, elle semble pas optimale. Alors oui, il a une responsabilité, t'as raison, je sais pas, peut-être à un certain moment un manque d'agressivité, peut-être une trop grande, j'allais dire docilité, c'est péjoratif, mais peut-être pas assez, il s'est peut-être pas assez fait violence, mais on l'a déjà vu jouer dans d'autres contextes,
certes moins fort que la NBA et y a pas vraiment de raison pour que ça fonctionne pas. Donc je pense que Snyder a une responsabilité et qu'il lui reste pas beaucoup de temps pour prouver parce qu'il a eu le temps. Franchement, là, ça Ouais, fait 3 ans qu'on dit ça y est, là, il a pu façonner un peu son équipe. Là, il n'y a plus Trae Young, donc si on part du principe que Trae Young, c'était pas le joueur qu'il avait choisi pour bâtir son équipe, là, il a plus Trae Young. Je sais pas, mais moi aussi, malheureusement, j'ai l'impression que c'était finalement pas un bon casting et que il est peut-être en bout de course avec les Hawks et qu'il y aura un autre projet où il va se relancer. Regarde Budenholzer à Phoenix quand il arrive. Avec Milwaukee, il a été 2 fois coach de l'année avec 2 équipes mm, différentes, ouais. et champion NBA. Alors, il a eu des contextes perso difficiles, mais tu te dis, bon, ça va être correct, ça va pas être. Mais ça a été un calvaire. En fait, il n'y arrivait plus du tout. Et tous les joueurs et les analystes l'ont dit. Donc, il y a ça aussi. Et je pense que pour Snyder, c'est ça. C'est pas devenu un mauvais coach. C'est juste peut-être pas un coach adapté à la situation. Et pour Atlanta, moi je serais. Alors on verra. Peut-être que là, ma take va très mal vieillir si jamais les Hawks font Anthony Davis, mais j'y crois absolument pas personnellement. Ouais. Ça me semble impossible. J'ai l'impression qu'au contraire, Atlanta va prendre une autre approche. C'est-à-dire qu'il y a Jalen Johnson, qui est une jeune star, mais dont on sent quand même qu'il n'est peut-être pas amené à être complètement le premier joueur d'une équipe. Mhm. Il y a Zachary Zaché, qui est un jeune premier choix de draft avec du potentiel. J'ai l'impression qu'on va le remettre peut-être un peu justement au cœur du projet sur la fin de saison. Il y a d'autres jeunes, dont Okongwu, Dyson Daniels, euh, Mohamed Gay. Il y a des jeunes et de la qualité et des jeunes avec des qualités athlétiques en plus. Et il y a justement le premier choix des Pelicans dont on a plusieurs fois parlé, enfin le tour de draft des Pelicans qui va être celui des Pelicans ou des Bucks, le mieux placé des deux. A priori, on a l'air d'être d'accord que sauf énorme coup de malchance pour Milwaukee à la loterie. Imagine ce scénario. Pardon, je fais une parenthèse dans ma parenthèse, mais imagine Milwaukee rate les playoffs, finit donc avec le 13e ou 14e bilan, mais gagne à la loterie. Et du coup, c'est pas les Pelicans qui donnent leur pick, mais c'est les Bucks qui donnent leur pick aux Hawks, parce que les Hawks sont le mieux placés des deux. Ouais. Et du coup, à chaque fois, on assume que ça sera celui des Pelicans. Mais il y a aussi ce scénario existe. Et il est très peu probable, mais il existe. Bref, Atlanta, pardon, en récupérant le pic de New Orleans, en ayant des jeunes, je pense que voilà, on repart. Je pense que c'est un pas en arrière. Surtout que là, en plus, on voit que l'équipe, elle tourne pas très bien. Donc, elle va encore essayer de se qualifier pour les playoffs, bien sûr. Il y a encore Porzingis, il y a CJ McCollum, il y a du talent. Elle aura du cap cet été, mais je serais pas surpris qu'elle fasse un petit pas en arrière pour essayer d'en faire 2 en avant. Ouais. On verra ce que ça veut dire aussi pour Quinn Snyder et si ils vont prendre des décisions en cours de saison s'ils sont pas satisfaits, s'ils attendent la fin. Je pense Mm. qu'il doit encore avoir 2 années de contrat en facile. Il avait signé pour 5-6 ans, hein, si je dis pas de bêtises. On verra ça. Question de Flying Flow. Nadir Rifi a une nouvelle fois brillé lors du All-Star Game LNB et continue d'être performant en Betclic Elite comme en Euroleague. Il a récemment déclaré que jouer en NBA était clairement un objectif. L'en croyez-vous capable et si oui, quel rôle pourrait-il avoir? Quel joueur NBA actuel a selon vous un profil similaire? Je me demande si on ne nous a pas posé une question un peu de ce type-là. Il lui manque, je pense, malheureusement, un peu de taille. Mais sinon, ouais, clairement, il pourrait, en fait. Il pourrait, je pense, ouais, il manque 5-6 centimètres pour que vraiment les regards NBA se tournent complètement vers lui et se disent, OK, on peut le ramener. Et pour le rôle, pour moi, c'est évident, ça va être un mec qui Hmm. score, en fait. Il va scorer encore plus facilement en NBA. Alors, il ne scorera pas 20 points par match parce qu'il n'aura pas les ballons pour mettre 20 points par match. Je pense qu'il sortira du banc si jamais il venait à aller en NBA, il sortirait du banc où il y a trop de bons joueurs sur son poste, il y a trop de bons joueurs qui ont la balle. Il n'aura peut-être pas ça, mais il serait capable de scorer, ça c'est sûr. Il serait capable de scorer, il serait capable de shooter. Et le style de jeu lui collerait. Après, le problème, c'est la défense, c'est l'envergure de Nadir Rifi, la taille, tu vois. Là, et sur tout ça, il serait exploitable en défense. Je pense qu'il peut faire pour attirer les regards, ce qui est sans doute déjà le cas. Je pense qu'il attire déjà les regards. C'est à un moment d'être la star d'un grand club, en fait. Hmm. Si Nadir Rifi il part demain, je sais pas, au FC Barcelone et il se met à tourner à 20 points par match en Euroleague, forcément, il va y avoir des regards de plus en plus tournés vers Nadir Rifi. Je pense qu'il va avoir des occasions de se montrer. Il va très probablement refaire un peu Ouais, de Summer League. Et là, après, bah, il lui faut une situation où quelqu'un croit en lui sur ce profil-là. Parce que au final, ça sert à rien de le prendre pour qu'il joue 1 minute tous les 6 matchs pour l'envoyer en J-League. Je pense que ça sert pas à grand-chose. Par contre, si tu peux, ouais, il peut créer une étincelle. Ça peut devenir un chouchou des fans parce qu'il a un style qui est comme ça. Euh, et si possible, dans une bonne équipe aussi. Parce que le voir faire ça à Washington, par exemple, je cite Washington, c'est pas du tout la pire équipe du moment, hein, mais euh, ça aurait un intérêt encore limité, même pour lui. Donc,
Moi, je pense aussi que ce sera compliqué. Et il l'a dit lui-même, les questions d'envergure, tout ça, c'est difficile. Mais il faut pas dire avec de la détermination, il faut y croire, il n'y a Il pas est de su raison. il est super talentueux en tout cas. Ce qui est évident, c'est que c'est quand même un mec super qui bosse Ouais, beaucoup en plus, ouais, apparemment énormément, mais qui est vraiment ultra talentueux et un profil, heu, que l'on n'a pas en France, ouais. que l'on et que du coup, parfois, on a du mal même à mettre en lumière et Bah, à on l'a vu, valoriser et à utiliser. On l'a vu on à l'a vu à l'Euro, l'Eurobasket, hein, parce que exactement. On il sait a fait pas un comment match. faire jouer ces Il mecs-là y a un parfois. match où il met rien dedans et après ça a été dur de le réimpliquer dans la compétition. C'est pas simple. C'est un joueur avec un profil particulier, mais ce serait bien qu'on arrive à l'exploiter. Enfin, de toute façon, je pense qu'on va le revoir en équipe de France, hein, ce serait fou. Bien sûr. Le mec est quoi? Il est deuxième meilleur marqueur d'Euroleague ou pas loin, Mais ou même ouais, ou premier. même meilleur Il a marqueur dû d'Euro passer devant Luau ouais, il est Cabarro, ouais. devant Luau Koborov, il est le meilleur marqueur d'Euroleague. Alors évidemment, il joue dans une équipe plus faible que Kendrick Nunn ou que d'autres, stars, Mm. américaines, mais quand même meilleur marqueur d'Euroleague, c'est une star d'Euroleague, donc c'est l'un des meilleurs, basketteurs du monde. Après bien sûr, en NBA, tu as les 400-500 meilleurs basketteurs du monde, mais je veux dire c'est un c'est un sacré joueur, c'est un ovni Nadir Hiffi. Ouais. Je te propose de finir par un start bench cut, enfin plusieurs Allez. start bench cut, hein, c'est plusieurs, proposé par Léon du 52. Merci pour votre évasion psychologique quotidienne, comme je l'appelle. En effet, quand je vous écoute chaque jour, que je sois sur la route, en promenant le chien ou en bricolant, c'est comme une évasion dans un monde parallèle carrément. Habitant entre la Côte d'Or et la Haute-Marne, le casque sur les oreilles, je me projette alors dans une autre vie en tant que GM des Mavs, assistant coach aux Bucks, diététicien aux Pelicans ou le grand frère à Charlotte ou Memphis. Enfin bref, merci pour tous ces moments passés à vos côtés. J'ai déjà posté un ou deux mails, j'espère que celui-ci passera. Il est passé. Dans un monde où les stats et les performances individuelles sont chaque jour un peu plus mises en avant, je vous propose 5 start bench cuts sur des performances de joueurs sur un match, certains étant parfois quasi anonymes, d'autres ayant écrit l'histoire de la NBA. L'ordre est chronologique. Le premier, les Sorry Good Game de début 2024, c'est-à-dire un joueur chaud patate sans gagner le match pour autant. Les 62 points de Kat dans la défaite des Wolves contre les Hornets, les 62 points de Booker dans la défaite des Suns contre les Pacers, les 60 points de Curry dans la défaite des Warriors contre les Hawks. Tout ça, c'était en janvier ou février de l'année 2024. C'est ce qu'il nous dit. Ces trois perfs en moins de 15 jours, c'est un truc extrêmement improbable. Sans doute du jamais vu. 60, 60, 60. Enfin, 62, 62, 60. C'était assez fou. Est-ce que déjà, tu te souviens de ces matchs-là? Absolument pas. C'était Mais, en 2024. absolument pas. Alors, absolument pas. Donc, je serais incapable. Si, je me souviens vaguement de Sweet Cat, Ouais. mais je serais incapable de te dire, lequel je préfère vu que je m'en souviens pas. Quitte à dire une grosse performance dans une défaite, les 71 points de Devin Booker ou 72 points de Hmm. Devin Booker, contre les Celtics avec les Suns, à la limite, je prendrais celui-là. Ah Parce ouais, qu'il en peut-être a que mis 72. ça Voilà. va, ça va peut-être être cité après. J'ai pas vu encore les propositions, mais j'allais dire que c'est pareil. Là, maintenant que je les vois, je me souviens, mais tu m'aurais dit, tiens, tu te souviens quand Kat a mis, et j'aurais dit oui, mais impossible de le situer dans Je le sais que je me temps. souviens plus des 3. Je Ouais, je me souviens absolument pas de c'est pour ça. Curry et Alors, pour respecter le thème, on va starter 4, je pense, parce que c'est celui dont on se souvient le plus. Booker, il a fait mieux que ça, et Curry aussi. Booker, j'ai l'impression de me souvenir. Parce que justement, il y avait l'analogie avec on a reparlé de son record à ce moment-là. Est-ce qu'il est encore capable de faire ces trucs-là, Allez, je vais mettre Booker en bench et je cut ouais. Steph qui a fait d'autres performances marquantes. Voilà. Attends, c'est Ouais, quoi le record en carrière de Steph? Parce ce que sera 2 celui-là. performances C'est peut-être 2 celui-là. performances marquantes, Ce serait peut-être celui-là. Je suis très c'est quoi mauvais son je suis carrière? très mauvais Allez, pour les records perso, moi. Je sais plus. c'est 62 son carrière, allez. Bah, c'est pas Ah ça bah, alors. c'est celui-là normalement. Non, non, c'est 60. Là, Ah oui, il a mis 60, 60 sur celle-là. ouais, ouais, ouais. Son record donc Steph, c'était pas loin de son record en carrière, quoi. Mais en fait, on voit tellement enfin, on est tellement dans le jus de l'actu que même des trucs de 2024, il s'est passé 10 milliards de trucs depuis, en fait. C'est dur de. Ça nous montre ça. Ensuite, on a les perfs improbables de joueurs pas plus connus que ça, c'est-à-dire mon nom de joueur est dans les livres d'histoire, mais on sait pas vraiment qui je suis. 1973, les 17 contre d'Elmore Smith. 1976, les 11 interceptions de Larry Cannon. 1990, les 30 passes de Scott Skiles le 30 décembre. Moi, je restarte les 30 passes parce que je Ouais, pense que et puis c'est connu quand même. ouais, et puis c'est très dur
Alors ça reviendra avec les possessions accrues, il y a un mec qui va s'en rapprocher, mais c'est très dur à aller chercher 30 passes et après j'aurais bench les 17 contres, parce que je pense que ça doit être un sacré feeling quand tu contres 17 fois un mec. Bah ouais. Alors que j'ai l'impression que les 11 interceptions, alors je sais en plus j'ai donné ça fait 30, 17, 11, c'est vraiment dans l'ordre des chiffres, mais j'ai l'impression que 11 interceptions, ça serait moins peut-être un peu moins marquant. Ouais, Ouais, je pense 17 aussi. contres, 17 tu contre, dois c'est ce qu'il nous dit Léon en précision. Il dit 17 contre en un match, ça représente environ un contre tous les 5 à 6 tirs par le même mec. C'est vrai que t'imagines, tu regardes. c'est impressionnant, hein. En soi, est-ce que Victor est pas capable de Peut-être faire un truc comme ça aujourd'hui? S'il a vraiment 6-10, je fais que contrer aujourd'hui, vous passez pas, tu vois. ouah, 17 Non, c'est beaucoup. c'est C'est beaucoup quand 17 même. c'est Après, il a déjà fait quoi? Il a déjà fait 11-12, non? ouais, il a dû faire 11, ouais, ouais, non, Ouais. mais il doit pas être si Bon. loin, Ouais, mais ouais. il y en a 6 de plus à aller chercher. Après oui, il y a beaucoup de possessions. Après, il y avait pas mal de possessions aussi dans les années 70, je Ouais. crois que ça joue assez vite. Donc ouais, moi je prends le même truc que toi. Suite Scott Skiles me plaît bien. C'est la même année où il a fait. Non, c'est 2 ans après où il a failli se battre avec Shaquille O'Neal aussi. C'est une très mauvaise idée quand t'as le gabarit de Scott Skiles. Ça me parle. Donc ouais, je starte moi les 30 passes, puis c'est pas facile à battre aussi quand même, hein. Et après les contres, et puis ensuite les interceptions. Parce que t'es dépendant, j'allais dire t'es dépendant de la maladresse des autres aussi, mais bon pour le reste, pour les passes, t'es dépendant de l'adresse de tes coéquipiers. Mmh. Bref. Le troisième, 1986, une année de dinguerie, c'est-à-dire des performances extraordinaires un soir d'hiver pour pas grand-chose, si ce n'est de se dire que c'est un truc de dingue. En 1986, ce n'est pas dans un match, mais Spud Webb, 1m68, remporte le Slam Dunk Contest. Ensuite, le triple-double à 47 points main gauche de Larry Bird face aux Blazers. Donc là où il annonce qu'il va tirer que main gauche. Et en 86, le quadruple-double d'Alvin Robertson, seul arrière de l'histoire à avoir réussi un quadruple-double. J'hésite entre Bird et Robertson sur le start. J'aime bien Mm. en fait le côté Bird avec le Ah truc ouais, de c'est vraiment direct. je vous l'annonce et je le fais. Ça, c'est beau quand même. Moi, Donc je starte ça pour start ça. rien que pour le Ouais, panache. ouais, ouais, c'est ça. Et après je bench, Robertson et je coupe le dernier, je me Et souviens le plus pire, après. c'est que les mecs, ils ont pas rigolé quand il a dit ça, parce qu'ils savaient que c'était possible, hein. Parce que moi, si demain, au foot, à mon match de foot, j'annonce, je dis les gars, je frappe que du gauche, je vais vous mettre un quintuplé, ils vont rigoler, ils vont me laisser avancer, tu vois. Mais Larry Bird, qui t'annonce ça et que c'est crédible et que ça marche, c'est. Donc moi, je le starte aussi, et après, Spud Webb, c'était sympa, mais c'est un concours, c'est un dunk contest, donc peut-être, ouais, le quadruple-double qui est. Oui, c'était Bah, Spud, ouais. ça fait très longtemps, enfin, c'est depuis David Robinson qu'il n'y a pas de quadruple-double, donc c'est quand même que c'est une performance. C'est une performance impressionnante, surtout encore plus venant d'en arrière. Donc ouais, je fais cet ordre-là aussi. Le quatrième, les matchs qui comptent. Passons aux matchs qui comptent et aux playoffs. Quatrième, un match de playoffs pour changer de dimension, sans pourtant gagner, ou le dur apprentissage de forger sa légende. 1986, les 62 points de MJ dans la défaite au premier tour contre les Celtics. 87, les 49 points, 25 rebonds et 6 contre d'Hakeem Olajuwon en demi-finale de conf face aux Sonics. Ou 2020, les 57 points, 9 rebonds et 7 passes de Donovan Mitchell au premier tour contre les Nuggets. Dans la bulle donc, ouais. Après, moi c'est simple, celle de Olajuwon, je la connais pas. Mais j'aurais start Jordan, Mm. parce que c'est un match de légende, parce que c'est Jordan qui a des cheveux. C'est le m c'est tu vois, je vois comment je kiffe Anthony Edwards. Alors je le kiffe pas que pour son jeu, je le kiffe pour sa personnalité et cetera. Je pense que j'aurais adoré Jordan début des années 80, quand c'est pas encore Avant le trop succès. dominant, avant le succès exactement, quand il est vraiment que en mode scoreur, ça j'aurais vraiment kiffé. Cette perf Bah, m'aurait c'est ce ultra genre de marqué. performance où ils en ont parlé après Bird et compagnie. Ils ont dit c'est quoi ce mec, enfin, c'est Ouais, bah, invraisemblable. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte. Ils se sont dit on est foutu pour les années à venir. tellement Donc vif, tellement aérien, tellement je gracieux. starte ça aussi. Et puis puisque j'ai l'étiquette de hater de Donovan Mitchell, je vais cut sa performance sans vergogne, même si c'était pour le coup très impressionnant quand même. Ouais, moi je l'aurais bench parce que je m'en souviens bien en fait. Je m'en souviens bien et je me souviens Oui, du bah duel oui, avec Jamal avec Jamal Murray. Murray, Ouais. ouais, voilà, c'est ça, Mais pareil, j'ai pas qui était vu. assez Je mets 87 parce que l'année 87, Antoine, tu sais bien. Tout ce qui est de 87, je vais le mettre devant une autre performance, tout simplement. C'est les 49 points, 25 rebonds et 6 contre d'Hakeem Olajuwon. la Euh, fameuse génération la 87. génération dorée. Cinquième et dernière, finale NBA, un match de légende pour la quête du titre. 2000, le rookie game de Magic, 42 points, 15 rebonds et 7 passes lors du match 6 en jouant pivot. En 1997, le flu game de Michael Jordan, 38 points, 7 rebonds, 5 passes et 3 interceptions lors du match 5. Ou 2003, le Big Fundamental Game de Tim Duncan, 21 points, 20 rebonds, 10 passes et 8 contres lors du match 6. Ultra sous-coté cette performance. Absolument, on n'en parle Ultra jamais. Ouais. sous-coté. Match monstrueux de Tim Duncan.
sans doute le match le plus monstrueux de sa carrière. Euh, Déjà, Celui-là, je le connais bien. rappelons quand même que le flu game était plutôt un indigestion à Ouais, la pizza game. Mais bon, exactement, parce que je pense que c'est celui que je vais cut, ouais. moi. Je vais start, je sais pas qui je start entre Magic et Duncan. Peut-être C'est fou quand même. Magic, c'est fort quand même. Magic, c'est dingue. T'es rookie, tu commences un truc qui est pas ton poste. Je T'imagines sais pas. aujourd'hui, je sais pas, il faut trouver l'analogie un meneur rookie en finale qui joue pivot. Mais attends, donc c'est quoi? Ou prenons Cooper Flag. Ouais. Parce que tu vois, il Ouais, est ce serait grand. ça, Parce ce serait que ça. Magic, Cooper Flag. Donc déjà, les Mavs n'arrivent pas en finale déjà. Et puis Anthony, ouais. Alors que pourtant, Shai, replaçons-nous dans le contexte. Ouais. En juin, non, en février 2025, un dirigeant, Shai, est-ce que tu sais ça, Mais non, j'ai a jamais entendu cette décidé, histoire, non, jamais. je vais te raconter, a décidé d'échanger Luka Doncic contre Anthony Davis. Et nous a dit la défense, Anthony Davis, un seul premier tour de draft, et j'ai même oublié son nom, Max Christie. Et nous a dit la défense fait gagner des titres. Ouais. Donc les Mavs ont construit un effectif enfin capable d'aller gagner le titre. Parce que l'année précédente, ils avaient perdu en finale contre les Celtics. Ouais. Mais ils avaient dû pas gagner le titre. Et enfin, ils avaient leur effectif pour gagner le titre. Avec Anthony Davis et Kyrie Irving. Et en plus, énorme coup de peau, ils ont chopé Cooper Flag, talent générationnel à la draft. Donc là, on a normalement un effectif qui peut aller en finale. Donc les Mavs pourraient, avec Cooper Flag rookie, aller en finale NBA. Anthony Davis se blesse, scénario très crédible. Comme Jabbar. Comme Karim Abdul-Jabbar s'est blessé, voilà. Exactement. Cooper Flag joue pivot, parce que Daniel Gafford et Derek Lively sont aussi blessés, Comme toujours. scénario très crédible. Et Cooper Flag, mais genre 30 points pour faire gagner les Mavs en finale NBA. Ce serait beau. Hein. Et je précise juste, parce que Complètement en lisant, je l'ai pas tiqué, mais donc Léon a marqué 2000, c'est évidemment en 1980, hein, c'est pas en l'an 2000. En l'an 2000, Magic, bon, je pense En qu'il. 2000, c'est Shaq qui roule sur Oui. les Pacers. Sur les pick-up games, il devait encore être solide, le Magic retraité, mais bon, pas de là, elle va gagner des matchs de finale NBA. Du coup, je vais dire Magic, c'est fou en fait. moi je Magic, trouve c'est ça trop. trop fou aussi. Faut Je trouve que c'est alors, beaucoup trop. j'étais pas devant, mais juste l'idée et l'analogie que tu as faite avec Cooper Flag. Ouais, ça je mets en 1. Après, Duncan aussi, juste pour la semi-escroquerie du flow game, il a fait tellement de trucs impressionnants. C'est impressionnant avec une indigestion de faire ce qu'a fait Jordan, attention. Hein. Si c'est bien une indigestion, Jalen Rose avait dit que c'était une gueule de bois, mais visiblement c'est plutôt une indigestion. Il y a un joueur qui a fait un vrai flow game en finale NBA, Antoine. Ah, mais alors attends, je remets les pendules à l'heure. Tu parles de Dirk Nowitzki Absolument. Alors pour le coup, s'il y a un humain qui est peut-être capable, c'est Dirk Nowitzki. Mais j'ai eu la grippe en décembre. Alors je sais que je suis pas un humain, je suis pas Dirk Nowitzki, je suis pas le plus costaud des humains, mais j'ai vu comment la grippe, ça m'a scotché. Ouais. J'ai compris ce que c'est la vraie grippe. Je peux pas croire. Et de toute façon, quand j'ai eu des grippes, donc quand ça allait un peu mieux, j'ai vu un médecin dire quand même, si tu es capable de te lever pour aller chercher du Doliprane, c'est que tu n'as pas la grippe. Et depuis, je résume ça comme ça. Donc, si tu es capable de te lever, c'est que tu n'as pas vraiment la grippe. Tu as un virus, tu Oui. as, un gros rhume, tu as un gros virus, mais tu n'as pas la Ouais. grippe. Tu n'as pas le virus de la grippe qui te sèche Puis la grippe que tu as total. eue, c'est la grippe de 2026 aussi. Ça a Oui, muté c'est 18 fois. fameux variant K. Variant K, d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Très bien. Donc, oui, tu as Mais raison, pardon, il sur était dire. mal. Il était mal. Il Ils se sont était foutus, malade. Oui, non, mais ils il se a sont peut-être foutus de vraiment la sa grippe, gueule. lui, pour le coup. Le hit, LeBron et compagnie se sont foutus de sa tronche. Et puis il a quand même fait un match. J'ai oublié les stats, mais c'était pour le coup un match où il était vraiment malade. Oui, Grippé. et pareil, si t'as la grippe, la finale NBA, tu joues quand même tous les 3 jours. Normalement, il n'y a pas qu'un flu game, hein, par définition, hein, si t'as la Des grippe. flu finals. Normalement, t'es malade quand même. La grippe, allez faire une recherche Google, t'es malade complètement asséché pendant 7 jours et derrière, t'es faible pendant 2 à 3 semaines quand même. Ça, c'est ça. Après, oui, on sait, c'est pas des. C'est des super humains quelque part, les athlètes de ce niveau. Ouais. Mais quand même, j'espère qu'il y a. Que normalement, ils sont quand même un petit peu plus atteints que nous. Enfin, pas un peu plus atteints. Quand même légèrement atteints aussi par ce genre de maladie, dans le sens Ouais. où c'est pas genre eux, ouais, bah, j'ai la grippe, mais là, frère, je viens de faire 2000 pompes et je vais aller jouer un match de basket. Ah, tu t'es pas levé depuis 4 jours. Ah, pas de bol. Moi, je retiens quand même que ça t'a permis de prononcer la phrase je ne suis pas un humain, je ne suis pas Dirk Nowitzki.
Ouais, Et je voulais rien dire, que je pour prends un ça, super image. rien que pour ça, rien que pour ça, cette question valait le coup. Mais c'est moi l'IA, en fait. Ils ont rien compris les auditeurs. Une IA qui est en apprentissage, qui tourne encore un Oui, peu. c'est pour ça, tu sais, les expressions, ça aurait tellement de sens, les expressions et les prononciations. Mec mélange les expressions, bah, voilà, pas au point Pour les encore. prochaines fêtes, on va sortir un petit fascicule avec toutes les expressions d'Antoine, ne vous inquiétez pas. Eh, c'est un livre qui cartonnerait Mais ça. je On pense, devrait hein, le proposer à Guillaume sur une, lors des prochaines réflexions. Bah oui, parce que là, on réfléchit au prochain MOOC, et ça pourrait carrément être un MOOC Antoine. Ah, un MOOC Antoine, pourquoi pas. Tous les Antoine qu'on joue en NBA. Antoine Walker, Antoine Walker, Antoine Antoine Jamison, on peut Jamie. un peu Ouais, tricher, tu vois. exactement. Exactement. Les Anthony, du coup, Anthony Antonio Davis, Daniels. Antonio Daniels, Ouais, Mike D'Antoni, on peut tout trouver. je suis pas sûr que ce soit très vendeur. Non. Mais Dites-nous hein, si vous achèteriez plutôt ça parce que qu'un MOOC prochain. Shy, il y aurait que toi et Shay, en fait. C'est clair. Ça irait vite, hein. Ou tous les joueurs timides, genre tous les joueurs qui parlent pas à la presse, ça peut être pas mal aussi. Non, ça marcherait pas. Ça ne marcherait pas Et du du tout. coup, on n'aura aucun intervenant, tu sais. Voilà, On a voulu écrire un article, mais il a à pas voulu nous parler. refuser de s'exprimer, voilà. Bref, trêve de blague. Le prochain MOOC ne sera pas là-dessus. Attendez encore quelques semaines, peut-être quelques mois pour qu'on vous donne le prochain thème, mais c'est dans les tuyaux, c'est en discussion. Restez connectés. Il y a d'autres MOOC que vous pouvez acheter sur notre shop, évidemment, comme ceux que vous voyez derrière moi, qui sont toujours disponibles, French Touch et Miami. En attendant, c'était la dernière question, Antoine, pour cette semaine. Eh ben, merci beaucoup, Shai. Merci à tous pour vos questions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve aussi lundi hein, pour un nouveau Et CQFR. dimanche, il y a un Hop Culture, non? Et dimanche, au Bien sûr. Culture, évidemment, avec Pierre Armand et Théo. Allez, bonne journée à tous. Ciao, bonne Ciao, journée. ciao.